Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du milieu du 19e siècle. Alors, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Australie. Thomas John Augustus Griffin est né le 27 juillet 1832 à Sligo, une ville côtière du nord-ouest de l'Irlande. Au moment de sa naissance, la ville souffrait d'une grave épidémie de choléra. Ceci faisait partie de la deuxième pandémie mondiale de choléra qui a commencé en 1829 et s'est terminée en 1851. Pendant l'épidémie, la ville a recensé 1230 habitants atteints de la maladie, dont 643 étaient décédés. On pense que le taux de mortalité était plus élevé, car beaucoup hésitaient à payer un médecin. Il a cependant été confirmé que la population de la ville est passée de 15 000 à 12 000 habitants. À seulement 17 ans, Thomas se voyait déjà partir à l'aventure et il a rejoint la police irlandaise. Peu après, il s'est engagé comme volontaire dans l'armée britannique lors de la guerre de Crimée, travaillant d'abord comme assistant magasinier au département du commissariat. Il a ensuite reçu une commission comme cornette dans le contingent turc. Thomas a reçu des médailles pour ses services en Crimée. De retour chez lui, il a profité d'une offre réservée aux volontaires de la police ayant servi, leur offrant un voyage gratuit vers l'Australie. Cela l'a conduit à sa nouvelle maison à Melbourne, où il est arrivé à la fin de l'année 1856. Thomas a voyagé en Australie, où il a rencontré une riche veuve qui est devenue sa femme. Leur histoire d'amour n'a malheureusement pas duré. Thomas a dilapidé sa fortune, puis lui a cruellement envoyé son propre avis de décès pour faire croire qu'il était mort. Il l'a ensuite abandonné et a poursuivi sa vie aventureuse. Fort de son expérience en Irlande avec la police et de son engagement pendant la guerre de Crimée, il s'est vu offrir un poste dans la police de Nouvelle-Galles du Sud. C'était en 1858, juste avant que le Queensland ne se sépare de la Nouvelle-Galles du Sud, le 6 juin 1859. Thomas a été envoyé dans la ville de Rockhampton où il a été nommé sergent intérimaire. Finalement, il est devenu le chef de la police de Rockhampton. Il a ensuite été muté à Brisbane, où en 1862, il a obtenu le poste de greffier intérimaire des audiences de simple police. Et en 1863, ce poste est devenu permanent. Il avait bien réussi, mais Thomas était un homme de grande ambition. Il était devenu ami avec la sœur d'un ministre important du cabinet du Queensland et, bien qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble, Thomas ne lui fit pas sa demande en mariage. Au lieu de cela, il déclara qu'il aurait besoin d'occuper un poste plus élevé afin de pouvoir subvenir aux besoins d'une épouse. À la fin des années 1850, de petits gisements d'or furent découverts dans la région de Darling Downs et ailleurs au Queensland. Cela avait provoqué la première ruée vers l'or du Queensland, surtout dans la région de Canungra, à environ 50 miles de Rockhampton. Au cours des années suivantes, des milliers de chercheurs d'or y sont arrivés. Ainsi, il a été décidé de nommer un commissaire à l'or, faisant aussi fonction de magistrat de police, et le poste a été proposé à Thomas. Bien qu'il doive quitter Brisbane, c'était une excellente opportunité pour lui, et il l'a rapidement accepté. Tout comme tant de chercheurs d'or arrivés dans cette région du Queensland. On s'attendait à ce que la police remplisse des fonctions supplémentaires, en plus de procéder à des arrestations et de signifier des mandats. L'une de leurs principales responsabilités était d'escorter l'or et l'argent. Cela comportait bien sûr de nombreux dangers, notamment des vols et des attaques. Ainsi, afin de ne pas décourager les policiers, leur salaire était doublé lorsqu'ils entreprenaient ces trajets dangereux. Leur implication était nécessaire, car avant que la police n'aide à escorter l'or, de nombreux rapports faisaient état d'attaques, dont certaines avaient abouti à des meurtres. En novembre 1867, l'officier de police de Rockhampton, Patrick William Cahill, âgé de 27 ans, et John Francis Power, âgé de 25 ans, avaient reçu la mission de livrer 4000 livres à une nouvelle banque à Clermont. Cela était nécessaire pour servir la communauté qui s'était développée là-bas. Après la ruée vers l'or, Patrick Cahill et John Power devaient s'y rendre depuis Rockhampton à cheval. Le commissaire aux mines d'or de Rockhampton était Thomas John Griffin, âgé de 35 ans, et il proposa de se joindre à l'escorte pour une partie du trajet, sous prétexte que les deux officiers étaient jeunes et donc assez inexpérimentés. Cependant, il n'était pas vraiment nécessaire pour lui de le faire. Quelques jours après leur départ, les hommes arrivèrent au Bedford Arms, près du passage de la rivière Mackenzie. L'hôtel était tenu par M. Alfred Harding Bedford. Il devait se rendre à Rockhampton et il fut convenu que Thomas terminerait son voyage là-bas et accompagnerait M. Bedford pour le retour à Rockhampton. Ce soir-là, Thomas et les deux jeunes policiers, Patrick William Cahill et John Francis Power, mangèrent et burent à l'hôtel. Ils retournèrent ensuite à l'endroit où ils avaient installé leur campement.
Bien que Thomas ait dit surveiller le campement, Monsieur Bedford lui proposa de rester à l'hôtel. Le lendemain, Thomas et Monsieur Alfred Harding Bedford commencèrent leur voyage de retour vers Rockhampton, une distance d'environ 210 km. À leur arrivée, ils apprirent que les deux jeunes policiers, Patrick Cahill et John Power, avaient été retrouvés morts à leur campement et que les 4000 livres qu'ils transportaient vers Clermont avaient disparu. Thomas supposa que les victimes avaient dû s'endormir et avaient été tuées par la suite. Après tout, la tâche était dangereuse et beaucoup étaient déjà morts en escortant de l'argent et de l'or. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John qui possédait une fortune mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Thomas organisa vite le retour d'hommes pour enquêter. À leur arrivée, ils crurent d'abord à un empoisonnement, ayant trouvé 2 cochons morts à proximité. Mais après l'autopsie du docteur David Salmon, il déclara que les 2 hommes avaient été tués d'une balle dans la tête et qu'aucune trace de poison n'avait été trouvée. Cependant, ils pensaient qu'ils avaient probablement été affectés par une sorte de narcotique et qu'ils étaient tous deux dans un état de stupeur lorsqu'ils ont été abattus. Le groupe n'a pas pu transporter les corps jusqu'à Rockhampton, alors ils ont retiré les têtes et les estomacs de Patrick Cahill et John Power et les ont placés dans de grands bocaux pour les ramener à des fins de recherche. Ils espéraient qu'avec un examen approprié, ils pourraient déterminer s'ils avaient été abattus à distance ou à bout portant. Alfred Harding Bedford a déclaré qu'il avait entendu des coups de feu pendant la nuit où les 2 hommes ont été tués. Il a dit qu'il s'était réveillé et avait réalisé que Thomas Griffin n'était pas là. Lorsque Thomas est finalement revenu, Alfred Bedford a dit qu'il lui avait posé des questions sur les coups de feu, ce à quoi Thomas Griffin a répondu qu'il était allé voir les chevaux mais s'était perdu. Alors il avait tiré pour attirer l'attention de quelqu'un. Cependant, ces informations n'ont fait que renforcer les soupçons croissants sur l'implication de Thomas dans le double meurtre entraînant son arrestation. Son arrestation a suscité de vives discussions à Rockhampton, beaucoup refusant de croire que Thomas John Augustus Griffin ait pu commettre un tel crime. Les journaux ont aussi relaté l'arrestation selon des perspectives variées. Le Northern Argus a défendu Thomas, tandis que le Rockhampton Bulletin le considérait comme responsable des meurtres. Dans la poursuite de la justice, le procureur général a écrit au docteur Salmon dans le but de déterminer si Thomas était coupable de ces crimes. La science médico-légale étant encore en développement, le docteur Salmon a pris les choses en main et a commencé à tirer sur des crânes de moutons afin de reproduire les éventuels dégâts causés par le revolver. Si l'on prouvait que les trous dans les crânes venaient du revolver de Thomas à bout portant, l'identité du coupable ne ferait guère de doute. Le docteur Salmon s'est ensuite procuré des crânes humains. Il s'agissait de vieux crânes qui avaient été rassemblés par un collectionneur de crânes. Cependant, l'absence de peau et de chair a mené à des arguments sur l'incomparabilité des trous de balles. À ce stade, il a sollicité l'aide du médecin-chef de Brisbane, le docteur William Hobbs. Le docteur Hobbs supervisait la santé dans les établissements d'État, dont prisons, asiles et stations de quarantaine. Il avait un accès professionnel à des personnes récemment décédées, qui n'avaient ni famille ni amis, pour se plaindre qu'elles soient décapitées, puis qu'on tire sur elles pour les recherches du docteur Salmon.
Le 2 janvier 1868, l'attention du docteur Hobbs fut attirée par l'arrivée soudaine d'une centaine d'insulaires du Pacifique Sud sur des bateaux au Queensland. Les insulaires souffraient de dysenterie et le docteur Hobbs ordonna qu'ils soient emmenés à la station de quarantaine de Dunwich sur l'île de Stradbroke. En seulement 2 semaines, 24 des insulaires étaient décédés. Leur tête était exactement ce que le docteur Salmon recherchait pour ses expériences. La plupart furent enterrés près de la station, où le docteur Hobbs prit leur tête pour ses expériences. Le procès de Thomas Griffin commença le 16 mars 1868 et eut lieu à Rockhampton. Thomas plaida non coupable. Le procès avait suscité beaucoup d'intérêt public et d'immenses foules s'étaient rassemblées devant le tribunal. L'accusation révéla que Thomas Griffin, qui avait été commissaire alors et magistrat de police, était un homme de bonne réputation. Mais cela commença bientôt à s'effriter lorsqu'il accumula une importante dette de jeu de 230 livres auprès de mineurs chinois locaux, qui menacèrent de le dénoncer lorsqu'il ne les paya pas. Thomas avait été chargé de garder leur or, mais il n'a pas réussi à le protéger et l'a ensuite perdu au jeu. Il ne pouvait pas supporter l'idée de la honte d'être exposé comme un voleur et un joueur, alors il fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Il vola l'argent des escortes de l'or. Au procès, le docteur Hobbs a comparé les trous de balles dans les crânes de Patrick Cahill et John Power à ceux de crânes d'insulaires du Pacifique Sud utilisés pour des expériences. Il a pu démontrer que les balles avaient été tirées à bout portant avec l'arme de l'accusé. Le procès s'est terminé le 24 mars 1868 et le jury a déclaré Thomas John Augustus Griffin coupable de meurtre. Le juge l'a alors condamné à mort. Le 1er juin 1868, Thomas a été pendu à la prison de Rockhampton. Il avait été la première personne à être exécutée dans la ville. Avant sa mort, il a clamé son innocence, répétant à tous ceux qu'il croisait qu'il n'était pas coupable. Alors qu'il se tenait sur l'échafaud, le bourreau lui a demandé s'il avait quelque chose à confesser. Thomas a répondu fermement « Non, je n'ai rien à confesser ». Après son exécution, son corps a été transporté au cimetière de Rockhampton, où il a été enterré dans la section de l'église d'Angleterre du terrain. Le bourreau, Monsieur Joshua Hutton, a recueilli des souvenirs de l'exécution, y compris les vêtements que Thomas portait et sa barbe, qui a été rasée. Lorsque Thomas a été enterré, il l'a été sous le marin inconnu dans l'espoir de décourager les pilleurs de tombes. Cependant, plusieurs mois plus tard, lors de l'inspection de la tombe, on a découvert que le corps du marin était intact, tandis que la tête de Thomas avait disparu. Une récompense de 20 livres pour toute information concernant la disparition de la tête de Thomas a été offerte par le gouvernement. Cependant, elle n'a jamais été retrouvée et son état, comme son emplacement, reste inconnu. On croyait que le docteur local de Rockhampton, Monsieur William Callaghan, avait emporté la tête et que le crâne se trouvait dans son cabinet médical jusqu'à sa mort en 1912. Une théorie affirme que la tête de Thomas a été prélevée afin de mener des recherches sur ce qui pourrait pousser quelqu'un à commettre de tels crimes horribles. Depuis, il a été rapporté qu'un crâne se trouve maintenant sur une étagère dans une résidence privée huppée de Rockhampton, mais ce ne sont que des rumeurs et l'emplacement réel du crâne de Thomas Griffin reste un mystère. Après l'exécution, il a été dit que Thomas avait avoué la vérité sur ce qu'il avait fait. Le geôlier de la prison, Monsieur Alfred Grant, aurait vu Thomas faire les 100 pas dans sa cellule en criant désespérément « Ça ne sert à rien, je l'ai fait ». Mais il n'était pas du genre à abandonner facilement. Thomas a tenté de négocier avec Monsieur Grant, lui promettant une part de l'argent volé contre son aide pour s'évader. Il lui a même donné un croquis montrant la cachette. Cependant, malgré 2 tentatives, Monsieur Grant et le geôlier principal, Monsieur John Lee, n'ont pas réussi à trouver l'argent caché. N'ayant pas réussi à le trouver, ils ont informé le shérif, Monsieur Tom Scarrett Hall, qui était désormais chargé d'organiser une équipe de recherche pour retrouver les 4000 livres manquantes. Au cours de cette opération, ils ont découvert une souche d'arbre à moitié brûlée, recouverte par une autre souche qui avait été placée contre elle. En retirant la 2e souche, ils ont trouvé le sac de Thomas avec l'argent manquant, légèrement abîmé par la pluie. Alfred Grant a également révélé que Thomas lui avait raconté plus de détails sur ce qui s'était passé ce jour-là. Il a dit que Thomas lui avait raconté s'être rapproché du camp de Patrick William Cahill et John Francis Power, mais que John Power s'était réveillé, avait tiré sur lui et que la balle avait frôlé sa tête. C'était si proche que la balle a traversé sa barbe. Cela a poussé Thomas à riposter par légitime défense. Il a tiré sur John Power et cela a réveillé Patrick Cahill, qui aurait tenté de tirer avec son pistolet, mais son arme a explosé, ce qui l'a amené à se tirer accidentellement dessus.
Monsieur Grant a rapporté que Thomas lui a dit qu'avec les 2 officiers morts, il devait profiter de la situation et a donc volé l'argent. Cette version de la mort des officiers a été accueillie avec beaucoup de scepticisme par la presse locale, la police et les habitants de Rockhampton. On croyait également que Thomas avait écrit une lettre avouant les crimes. Cependant, en 2008, on a découvert que cette lettre avait été écrite par quelqu'un d'autre et qu'elle était en réalité datée de 2 jours après l'exécution de Thomas. Ainsi, bien que Thomas Griffin ait été reconnu coupable, il est mort en protestant toujours de son innocence. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.